Donald Trump, il n'est pas en train de jouer aux échecs, il n'est pas en train de jouer aux dames, il est en train de jouer à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. Tout ce bruit nous fait un peu oublier 500 000 morts en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, la relance de la production de l'OPEP. La méthodologie, c'est pas que s'informer dans de l'actu chaude. Il n'y a pas de meilleur moment que les... Bienvenue dans ce 6e épisode de Blindé. Très heureux aujourd'hui d'accueillir Lorraine Goumeau de l'autre côté du micro. Bonjour Gustave. Lorraine, merci beaucoup d'être avec nous. Et Wilfried Galland. Bonjour Gustave. Merci également. Donc peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore Lorraine, c'est la journaliste star de BFM Business Qui ne connaît pas Lorraine ? Qui anime l'émission Tout pour investir, dans laquelle j'ai le plaisir d'être intervenant. Mais Lorraine n'a pas toujours été journaliste, diplômée d'HEC, d'abord fait une carrière à l'international, puis aujourd'hui investie dans les questions de finances personnelles. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Lorraine ? Tu as dit l'essentiel. Je m'occupe de finances perso sur BFM Business depuis 2-3 ans maintenant. Avant ça, j'ai fait d'autres univers. J'ai fait un peu de tech, un petit peu de management et de RH. Et puis, avant, tu l'as dit, j'ai une vie corporate. Donc, ma manière de faire du journalisme économique et a fortiori sur les matières de finances perso est assez pragmatique, d'apporter de l'info très actionnable, comme on dit. Et je suis ravie d'être avec toi. Merci de m'inviter, d'être de l'autre côté du micro. Merci Lorraine. Et Wilfried, du coup, diplômé de l'école concurrente, d'un autre Sciences Po également, qui a commencé sa carrière dans le conseil, je crois, chez Accenture, avant de rejoindre les marchés, la banque. Exactement. Quelques mots pour nous expliquer peut-être ton parcours et surtout, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien ? Oui, alors mon parcours, effectivement, j'ai toujours rêvé de travailler dans les marchés, dans l'économie, donc ça a été un parcours qui m'a amené globalement à ça. Et donc aujourd'hui, chez Montpensier Bevel, avec le beau titre totalement compréhensible de stratégiste et responsable de l'allocation d'actifs. En fait, qu'est-ce que je fais ? C'est assez simple. J'essaie de lire un maximum d'éléments en français comme en anglais sur ce qui se passe dans le monde, à la fois sur la partie économie, sur la partie géopolitique, sur la partie sociale, pourquoi pas, de rencontrer aussi des décideurs, des investisseurs, et puis d'en déduire des scénarios d'évolution économique, des scénarios d'évolution de marché financier et de donner un petit avis sur comment faire pour naviguer dans ces eaux toujours complexes et parfois extrêmement agitées comme on l'a aujourd'hui. Ok, ça me semble assez utile comme compétence pour le sujet du jour. C'est clair que si on s'est réunis tous les trois, c'est parce qu'il y a un moment où il faut peut-être poser le stylo et commencer à essayer de comprendre là où on en est, des marchés qui sont d'abord, on le disait en off, en léger repli, puis peut-être une correction, puis une correction un peu prononcée, puis une tendance baissière durable. Enfin, tout ça, des éléments de langage assez euphémisants, j'ai trouvé, depuis le début de l'année ou depuis le début de ce repli. Et pour autant, là, ça commence à vraiment faire mal pour ceux qui sont investis. Est-ce que l'un et l'autre, peut-être Wilfried pour démarrer, est-ce qu'on est dans un crack ? Rentrons concrètement dans le sujet. Vu la vitesse de la baisse et vu effectivement l'ampleur de celle-ci, oui, on est dans un crack. Et on est dans un crack depuis le 2 avril, en fait, depuis l'annonce du fameux Liberation Day, du Tariff Day de Donald Trump. La réaction des marchés, que ce soit sur les marchés actions ou sur les marchés obligataires, sur les marchés de taux d'intérêt, est telle qu'on peut le qualifier de crack. Après, ce qui est délicat, c'est de savoir est-ce que c'est juste un crack technique, c'est-à-dire est-ce que c'est effectivement une baisse de marché assez violente, en relation d'ailleurs avec la hausse qu'on a connue précédemment, ou est-ce que c'est un changement de conditions d'évolution des marchés ? Et c'est pour ça effectivement qu'il y a toutes ces évolutions et toutes ces hésitations sur la qualification de la phase de marché. C'est plus la qualification de la phase de marché dans laquelle on est. Sur la vitesse, je pense que tout le monde est d'accord. Et sur l'ampleur, je pense que tout le monde est d'accord. Après, la question, on dit toujours les marchés baissiers se déclenchent à 20% de baisse. On oscille autour de ces niveaux-là. Et donc, c'est très délicat de dire qu'on va y aller, puisque dans la plupart des cas, mais c'est toujours le problème des statistiques, les statistiques sont toujours assez menteuses, dans la plupart des cas, on s'arrête autour de 20%. On est autour de 20% et on s'arrête et on rebondit. Et donc, c'est le moment, effectivement, où il faut plutôt réinvestir. Et là, on se pose tous la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un changement fondamental à la fois de l'économie et donc des marchés financiers qui nous bascule vers autre chose et qui justifierait le fait que, comme on l'a tous les 10-15 ans, on a un marché baissier qui se déclenche, qui est supérieur à 20% de baisse, qui peut aller vers 40 ou comme en 2008, 50-60% de baisse, et qui réclame d'autres types d'actions. Et c'est pour ça qu'effectivement, on est aujourd'hui dans cette phase d'hésitation, dans cette phase d'analyse aussi, pour à la fois
ne pas prendre des décisions à l'emporte-pièce et en même temps regarder les choses les yeux grands ouverts. Donc si je résume, en gros, c'est parce que c'est rapide, parce que c'est violent, c'est un crack. Exactement. Ça veut pas un crack ne veut pas dire qu'on rentre dans un marché baissier durable. Absolument. Okay. Absolument. Bon, Lorraine, toi qui tous les jours commente aussi les marchés directement, mais aussi avec tout un tas d'experts très différents en termes d'horizon, les patrons de la fintech, des gérants de sociétés de gestion. Est-ce que toi, tu as l'impression que le consensus est aussi clair que Wilfried aujourd'hui ou au contraire que c'est assez nuancé? Comment tu vois les observateurs et quelle est peut-être ta perception aussi personnelle? Ma perception, c'est celle d'une cuisinière parce que moi, je suis au quotidien dans la cuisine de l'information. Donc, tous les jours, j'ai des produits frais qui arrivent. Les produits frais de demain ne sont pas les mêmes que les produits frais d'avant-hier ou d'il y a 15 jours. Là, on est mi-avril. C'est sûr que tu n'aurais pas tenu exactement ces propos-là, Wilfried, il y a 3 semaines. On vit un petit peu au jour le jour. Et la nature même des marchés financiers fait qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer demain. Donc, moi, je suis dans une volatilité quotidienne et c'est très difficile d'ancrer la parole d'experts en dehors du cadre médiatique d'une émission quotidienne. C'est-à-dire que ce qui est dit dans le cadre d'une émission quotidienne en direct est par définition caduque 2 heures après. Par définition caduque 3 jours après, dans son ensemble. Après, par petits morceaux... Si je peux me permettre, quand on joue le rôle de pronostic, on a le droit aussi de vérifier si on avait plutôt raison ou plutôt tort. Absolument. Et donc, il faudrait, pour chaque émission, faire un fact-checking. Mais il y a des gens qui s'y risquent. Oui, il y a des gens qui s'y risquent. Et d'ailleurs, très régulièrement, sur le plateau, il y a des pronostics qui s'avèrent faux. Mais il faut, avec un petit peu de tolérance, dire que voilà, les pronostics sont faits pour... soit être vrai, soit être faux, mais voilà, chacun porte son risque en posant son analyse sur la table. Et donc, il n'y a pas de vérité universelle dans ce qui est dit dans une émission d'information économique. Il y a des conseils de bon sens, il y a de l'information vraie à T0, et c'est cette nature même de la parole médiatique qui s'inscrit justement pas vraiment dans le temps, quoi. Mais tu es quand même un bon thermomètre de ce qui s'y dit et de ce que dit le marché. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as l'impression que ce qu'a dit Wilfried, c'est-à-dire on est dans un crack, ça devient un consensus ou pas? Là, à T0, après l'émission de ce matin, oui. Okay. Après le week-end Pascal, qui a été un petit peu hectique, oui. Voilà. Mais le mot crack, on l'a entendu dès le jour J, dès le jour du 2 avril, même dans les jours d'après. Tantôt en disant non, il n'y a pas de crack, d'autres personnes qui allaient dire oui, il y a un crack. Voilà. Ok, clair. Bon, au moins, ça plante un peu le décor. Pour comprendre du coup ce déclenchement, Wilfried, tu l'as cité, c'est Liberation Day, c'était un petit peu le détonateur. Finalement, c'est toute la politique de Donald Trump. Pour le coup, moi, je m'étais risqué à un pronostic en début d'année. On vous remettra le passage de l'émission en disant que Donald Trump avait l'habitude de faire ce qu'il dit. Et Trump, y compris sur ces mesures qui étaient qualifiées des plus farfelues en 2016, a tendance à délivrer sur ce qu'il dit. Aussi loufoque soit-il dans ses propos, il a plutôt tendance à le faire. En tout cas, c'est ce qu'on avait observé sur son premier mandat. Et il se trouve qu'il fait ce qu'il dit maintenant avec un mode de communication aussi qui est encore plus radical et plus régulier que sur son premier mandat. Est-ce que c'est une stratégie rondement menée qu'on peut analyser, qu'on peut anticiper dans la construction d'un portefeuille? Ou alors c'est vraiment n'importe quoi et on doit juste se cacher et se mettre à couvert? Alors, je ne pense pas que ce soit n'importe quoi. Clairement, la grande différence par rapport à ce qu'il a dit, il a donné un cap dans sa campagne, effectivement, qui était le cap clair de la souveraineté et le cap des droits de douane. En revanche, la façon de le faire et la façon de l'appliquer, à la fois géographiquement et dans le mode de calcul, n'était pas du tout ce qui a été annoncé. Et en fait, le mode de fonctionnement et le mode de communication qui s'est rajouté à ça fait que, si je veux être un peu taquin, on peut dire que Donald Trump, il n'est pas en train de jouer aux échecs, il n'est pas en train de jouer aux dames, il est en train de jouer à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. Et ça rend les choses quand même extrêmement dangereuses. Et c'est pour ça que les marchés se posent énormément de questions sur comment est-ce que le déploiement de ces politiques peut changer leur mode de fonctionnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui inquiète profondément les marchés financiers, ce qui déclenche les mouvements puissants, c'est la remise en cause d'un mode de fonctionnement. Quand c'est la remise en cause d'un certain nombre de prix, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les marchés, c'est pas
des gens en chapeau de forme qui se réunissent quelque part dans un sous-sol enfumé pour décider des choses. C'est simplement des entités qui vont donner des prix, comme un marché en bas de chez nous. Exactement, c'est ça. Donc ça donne le prix du risque et le prix du temps aux actifs qui sont cotés. C'est tout simple. Et vous avez des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions d'intervenants, ça dépend des marchés, qui effectivement sont en train de donner ces prix. Et la chose qui est extrêmement intéressante, c'est que c'est un stratégiste de JP Morgan qui l'exprimait il y a quelques semaines, avant le Liberation Day, les marchés, c'est, selon lui, c'est la machine à voter ultime. C'est-à-dire, les marchés ne peuvent pas être intimidés, ils ne peuvent pas être rudoyés, ils ne peuvent pas être déportés, ils ne peuvent pas être soudoyés. En fait, les marchés donnent tout simplement, les prix d'un contexte économique. Et aujourd'hui, il se pose la question, est-ce qu'on est en train de reformater complètement leur mode de fonctionnement ? Historiquement, on a eu des périodes comme ça où l'inquiétude était très forte, par exemple lors de la crise de la zone euro en 2011. C'était, est-ce qu'on allait remettre en cause le mode de fonctionnement de la monnaie unique ? Donc ça, effectivement, c'est énormément de stress pour les marchés financiers parce que ça remet en cause non pas les paramètres de fixation de prix, mais la formule même de fixation des prix. Et là, c'est exactement la question qu'ils sont en train de se poser. Si c'est juste, on met, au lieu d'avoir 3% de taux de droits de douane aux États-Unis, on est en moyenne sur 5, bon, c'est pénible, mais on va refaire les calculs et on va bien s'en sortir. Si en revanche, on passe, et c'est un analyste qui avait ce mot-là que je trouve très juste, à un monde de forteresses isolées et en conflit les uns avec les autres dans le monde entier, comme mode de fonctionnement économique, alors ça change radicalement la façon même de donner des prix sur ces marchés-là. Et c'est effectivement toute la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est juste un mode transactionnel, comme on a beaucoup parlé de Donald Trump en disant il essaie d'obtenir des choses comme l'achat de biens énergétiques, l'achat de biens agroalimentaires, et puis après tout ça va se calmer avec éventuellement un petit peu plus de tarifs généraux, mais rien de plus. Ou est-ce que c'est vraiment une remise en cause des chaînes de valeur intégrées économiques au niveau mondial et donc de la façon de définir la valeur et donc le risque des entreprises et des obligations qui sont cotées sur ces marchés-là. C'est là qu'on est effectivement dans une pleine zone d'interrogation et c'est là que le mode de fonctionnement de Donald Trump est extrêmement difficile à lire et introduit un risque fondamental sur les marchés. Je ne dis pas qu'on en est encore à ce stade-là, mais c'est effectivement la question qui se pose. Est-ce qu'on doit du coup attribuer, pour le coup peut-être à l'un et à l'autre, mais est-ce qu'on doit attribuer à 100% l'état des marchés actuels à Donald Trump ? Parce que est-ce que c'est le seul à faire le bazar ou est-ce que finalement tout ce bruit nous fait un peu oublier d'autres événements aussi anecdotiques que 500 000 morts en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, que la relance de la production de l'OPEP, peut-être liée. Mais voilà, est-ce que c'est le seul ou est-ce qu'on voit d'autres facteurs qui sont peut-être aussi participent à ce stress sur les marchés aujourd'hui ? Je trouve qu'on parle quand même beaucoup d'une autre personne depuis quelques jours, c'est Jérôme Powell. Non, mais blague à part, Trump occupe la une médiatique depuis bien avant Liberation Day, bien avant qu'il soit réélu d'ailleurs. On parle énormément de lui. Tu lis la presse anglo-saxonne et même francophone économique, je dirais qu'il occupe plus de 50% de l'espace imprimé et oral. L'usage mental est au moins, il y a quand même une responsabilité peut-être aussi des médias à zoomer autant sur lui, à zoomer autant sur l'info macro US, mais c'est sûr que oui, il occupe beaucoup de place. Je ne sais pas pourquoi, mais factuellement, ouais, il occupe énormément de place. C'est presque un espèce de Secret Story inversé, c'est-à-dire que Secret Story, c'est la société qui regarde une cabine, et là, c'est une cabine qui on regarde tous, mais qui a l'influence sur toute la société. Il y a cette image qu'on a tous dans la tête là, de son jardin d'hiver, là, où il fait ses déclarations quotidiennes. C'est un truc de fou. On a l'impression que tout se passe là. Le jardin rose. Voilà, le jardin en rose, c'est ça ? Ouais, exactement. La roseraie de la Maison Blanche. On attend, en fait. On avait d'ailleurs commenté, je ne sais pas si tu te souviens, Lorraine, les traders de Trafigura qui disaient on va changer nos horaires de trading depuis Genève, on va commencer à 12h30, on va se caler sur les horaires d'éveil de Donald Trump, parce qu'on ne peut plus travailler, en fait. Oui, et puis c'est toi qui avais coiné ou réutilisé cette expression de tweet trading. Ouais, c'est-à-dire qu'on vit, les marchés et les analystes et les opérateurs vivent au rythme des posts sur X mais de Trump. Ce qu'il faut avoir en tête sur le mode de fonctionnement profond des marchés financiers, c'est que à la fin des fins,
lorsque le stress est maximal, il reste les États-Unis. C'est le mode de fonctionnement des marchés financiers. Il reste les États-Unis en termes de valeur effectivement action. Il reste les États-Unis surtout sur le marché obligataire. Les treasuries américains, c'est l'élément fondamental qui fait tourner la planète finance partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis, et il reste le dollar. C'est le mode de fonctionnement des marchés lorsque tout ceci s'agite. Et l'impact de Donald Trump et l'impact de sa volonté que la politique ait véritablement un impact, mais le point fondamental, c'est que ça remet en cause cette superstructure. La superstructure des marchés qui repose sur la fiabilité américaine, l'état de droit, la capacité d'avoir un environnement qui soit favorable aux capitaux investis, à la fois sur les réglementations, mais aussi sur l'environnement en général, et évidemment la capacité d'avoir du dollar comme étant le réassureur mondial. Les États-Unis, à la fois sur le plan de la géopolitique et sur le plan de l'économie, c'est le réassureur mondial. J'ai l'occasion de dire pourquoi, parce que c'est eux qui ont les porte-avions. Voilà. Et le porte-avions monétaire, c'est le dollar. Si on remet ça en cause, alors effectivement, et Donald Trump, par ses déclarations et par ses executive orders, ce n'est pas uniquement des déclarations, remet en cause ce statut-là. Et c'est pour ça qu'effectivement, toute cette agitation est liée directement à Donald Trump. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes par ailleurs, mais véritablement, l'élément fondamental, pas uniquement déclencheur, mais l'élément fondamental sur les marchés, c'est ce que va devenir la puissance monétaire, financière, économique et d'une certaine manière la référence de démocratie libérale qu'étaient les États-Unis. C'est ça le véritable sujet. Quand on voit effectivement ce qui se passe sur les pressions sur les cabinets d'avocats aux États-Unis, on dit, certains investisseurs disent, si jamais j'ai un souci et j'ai un conflit avec l'administration en place, je n'aurai même pas de cabinet d'avocats qui voudra me représenter. Je n'aurai personne dans ce cadre-là parce que la peur est en train de prendre, y compris ce socle très important de l'environnement financier et juridique américain. Et ça, effectivement, c'est un point qui inquiète beaucoup. C'est peut-être trop d'inquiétude aujourd'hui. Et donc peut-être qu'effectivement, dans les mois qui viennent, on va voir que tout ceci va se calmer. Lorraine, tu mentionnais à très juste titre les discussions autour de Jérôme Powell, et peut-être que là aussi, ça va se reposer. Donc arrêter d'agiter un peu tout le monde. Tant qu'on n'en est pas dans cette phase-là, ça va être extrêmement compliqué de retrouver des bases et une perspective. Le vrai pivot dans lequel on est, c'est, tu disais, on est dans un monde où il reste les États-Unis. En fait, la question, c'est est-ce qu'on est dans un monde où il restait les États-Unis ? Et c'est ça, exactement. Est-ce qu'on est à ce moment de bascule-là ? C'est précisément ce qui explique les oscillations très fortes des marchés, avec parfois des rebonds très forts en disant non, mais effectivement, on est dans un jeu finalement assez classique. Voilà. Et puis d'un seul coup, on se rend compte, parce que Donald Trump remet en cause les relations du pouvoir exécutif avec la Réserve fédérale, que non, voilà, on est vraiment dans un bouleversement complet, dans un reversement de perspective qui aujourd'hui n'est pas encore calé dans les modèles, si je veux l'exprimer ainsi. Et tant qu'on ne l'est pas encore calé dans les modèles, tant qu'il n'y a pas des modèles capables de donner un prix à tout ça, on est toujours dans cette logique de prix. Tant qu'on n'a pas ces modèles-là, c'est très compliqué. Moi, quand j'essaie d'y répondre, je me pose la question de est-ce qu'il avait vraiment le choix ? C'est-à-dire que s'il y a une stratégie, il est quand même fort probable que cette stratégie soit une stratégie de désendettement. Et il y a quand même un mur de la dette en face de lui qui s'est largement renforcé ces 3 dernières années, 4 dernières années. Comment il faisait pour la rembourser en statu quo ? Enfin, est-ce que c'est ça sa stratégie ? Du coup, je tente une explication parce que je peine à croire qu'il n'y ait pas de rationnel derrière. Alors, en fait, je pense qu'il y a tellement de rationnel chez Donald Trump qu'il n'y en a plus, en fait. C'est ça le véritable sujet. C'est effectivement un rationnel. L'autre rationnel, c'est de rééquilibrer la balance commerciale. C'est effectivement de faire en sorte que l'emploi industriel américain remonte. Encore un rationnel, c'est effectivement d'augmenter le niveau de vie général des Américains. Tout ceci sont des rationalités qui sont parfaitement légitimes, mais qui se contredisent les uns avec les autres. Les unes avec les autres. Et donc la question, c'est quelle rationalité va piloter les autres. Quelle est la première des rationalités ? Si c'est effectivement la dette américaine, certes, nécessitait un service très important, mais alors déjà, les États ne remboursent jamais leur dette, ça n'est jamais arrivé. Les dettes roulent au fur et à mesure. Et la capacité des... Ils payent des intérêts quand même. Oui, ouais, tout à fait. Les intérêts... de la dette qui a bien exactement, mais tant qu'on est dans un système où la croissance américaine
est supérieure à la croissance de l'ensemble des pays développés, ce qui était le cas, à la croissance y compris du PIB par habitant, est supérieure à l'ensemble des pays développés, c'était le cas. Tant qu'on est dans un système où tout ceci repose sur une augmentation de la productivité, c'était le cas. Votre service de la dette ne pose pas un problème fondamental. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est effectivement augmenter le taux d'épargne général de l'économie américaine. Et donc, effectivement, faire en sorte que, si vous voulez désendetter progressivement le pays, faire en sorte d'avoir plus d'épargne, y compris d'ailleurs au niveau de l'État fédéral, et d'avoir moins de consommation débridée. Vous pouvez résoudre ce problème effectivement avec une récession très forte. Hein. Alors ça, là, dans ce cas-là, on dira super, Donald, magnifique, t'as réussi. Non, mais si effectivement il déclenche une récession très forte, miraculeusement, les déficits commerciaux américains vont se réduire. C'est la magie de la récession quand vous êtes en récession plus forte que vos voisins, c'est-à-dire que mécaniquement, vous consommez moins en termes de vie, en termes de vitesse que vos voisins. Donc ça va se résoudre. Mais a priori, c'est pas ce que les Américains ont choisi quand ils ont choisi Donald Trump. Et toute la question est là, c'est politiquement, qu'est-ce qui a été véritablement suffisamment éclairant pour que ça ne remette pas en cause un choix vis-à-vis de Donald Trump qui n'a peut-être pas été suffisamment éclairé. Il peut faire énormément de choses. Politiquement, tout est... J'ai coutume de dire que politiquement, tout est légitime. Il n'y a pas de décision illégitime, mais il y a des décisions qui coûtent plus que d'autres. Et les marchés sont là pour nous donner des prix à ces décisions-là. Aujourd'hui, quand les Américains vont se retrouver effectivement avec ce chiffre de, vous avez 80% des vélos et 75% des poupées aux États-Unis qui sont vendus, qui sont originaires de Chine. Et vous n'allez pas, pour Noël prochain, vous n'allez pas changer vos chaînes de production. Hein. Donc, il va y avoir quoi sous le sapin ? Bon, vous pouvez... Abonnement Amazon Prime. Voilà, vous pouvez avoir un abonnement Netflix, mais bon, ça dépend des âges. Hein. Amazon, ça va aller moyen en plus, là, avec je sais pas, le pourcentage de produits sourcés en Chine, mais c'est pareil, c'est tout un business model qui... Bah, exactement, voilà. Et la plupart ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des producteurs manufacturiers américains sont à la fois des importateurs et des exportateurs. Les chaînes de valeur sont tellement intégrées. On fait beaucoup référence aux années 30 sur les tarifs All Smooth, mais dans les années 30, vous aviez des chaînes de valeur qui n'étaient pas du tout aussi intégrées. Vous exportiez des produits finis. Hein. Vous n'aviez pas ces produits qui passaient plusieurs fois la frontière. Aujourd'hui, quand vous parlez d'un constructeur automobile américain, y compris vraiment avec des usines aux États-Unis... Juste, on a une chaîne de valeur intégrée, je me permets de le définir. Bien sûr. Ou d'essayer de le définir, tu me corrigeras. Ouais, bien sûr, je t'en prie. Ça veut dire que les pièces sont réalisées à différents endroits, elles sont recomposées. Exactement. Et elles franchissent plusieurs fois les frontières au fur et à mesure du processus. Exactement. Au fur et à mesure du processus de conception et de fabrication, on a énormément de franchissement de beaucoup de frontières. Et donc, quand vous mettez des barrières à chaque franchissement, vous avez des impacts qui sont exponentiels, exactement, qui sont exponentiels sur toute la chaîne de valeur. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est important et qui peut avoir un impact récessif très fort. Bon, on a bien dressé le panorama. Il n'y a pas de quoi être hyper enthousiaste. On a super la pêche, là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus marquant que si on se replace pas si longtemps en arrière, novembre-décembre, c'était l'hégémonie américaine, peut-elle s'arrêter, l'hyper-domination américaine. Est-on dans une bulle Est-on dans une bulle pour les plus assertifs. J'ai trouvé le mot, bravo à moi. Très joli mot. Voilà, merci. Mais donc, c'était vraiment, honnêtement, le consensus. Hein. J'ai retrouvé Société Générale, Citi, JP, tout le consensus général. L'Amérique va être déroulée. Et en fait, pas tout à fait quelques mois plus tard. Donc, on voit ce changement massif. Comment tu commandes ça, toi, Lorraine, avant qu'on... Là, ça fait quelques jours qu'on est dans le Sell America, alors que pendant des semaines et des mois, on a été dans le Buy America. Ça, c'est factuel, c'est ce qu'on observe. C'est quelqu'un qui vient souvent dans l'émission qui s'appelle Julien Nebenzael, qui est un spécialiste de la psychologie de l'investisseur, qui expliquerait ça beaucoup mieux que moi. Mais il y a cet effet dopamine, uber enthousiasme quand les choses vont bien. Et là, on est dans une période où moins bien, les gens sont uber déprimés, quoi. Il y a un petit peu de... C'est fou la vitesse quand même. Ouais. C'est fou la vitesse parce que là, je trouve qu'on a vraiment l'impression que c'est normal ce qui se passe presque. Enfin, tu vois, ce constat, on a l'impression qu'il est normal alors que personne prédisait ça il y a 4 mois, quoi. Il y a beaucoup d'émotions, ça c'est sûr, et il y a une attitude très spécifique à
au secteur financier. Alors, je vais prendre ma casquette de quelqu'un qui n'a pas toujours été observatrice des marchés, en tout cas pas à titre professionnel. C'est un micro-monde dans lequel les gens ont l'air fous, quoi. Enfin, on passe d'une émotion à l'autre en l'espace de quelques journées de trading, d'une journée même de trading, d'une journée de marché. Et ça, c'est difficile de tirer des leçons parce que c'est vraiment de l'humeur, quoi. Et donc, il y a quelque chose, on parle de sentiment de marché et tout. Tout à l'heure, vous avez beaucoup utilisé le mot rationalité pour rappeler qu'il y avait beaucoup de rationnel, ou en tout cas d'apparence de rationalité dans les décisions prises par Trump. Mais quand on regarde les marchés, il y a quelque chose de très, justement, c'est presque le cœur qui parle. C'est pas la tête, quoi. Donc, c'est difficile d'avoir une boussole ou peut-être un baromètre de l'humeur, oui, ça c'est sûr. Un livre excellent que j'ai lu qui s'appelle Psychology of Money, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou entendu parler, de Morgan Housel, je vous recommande vivement. C'est 12 émotions majeures qui déterminent votre rapport à l'argent. En fait, ça marche pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez grandi, par exemple, dans un environnement privilégié, ça va créer des biais sur votre rapport à l'argent, en fait la même racine ou la même méthodologie qu'au contraire quelqu'un qui a été en manquement. Il y a les 12 biais principaux, je crois, de mémoire. C'est vraiment passionnant parce qu'on se l'applique à soi. Et effectivement, on voit que ça, finalement, ça se transpose, y compris aux investisseurs professionnels. Avant de parler un peu d'opportunités, parce qu'il y en a peut-être. Il y en a peut-être. Juste un mot pour conclure sur la situation. Moi, ça m'intéresse beaucoup, Laurel, de comprendre, parce que j'essaie, j'y participe modestement, mais j'essaie de donner aussi un point de vue le plus qualitatif possible à nos clients et nos investisseurs. Toi, qu'est-ce que tu observes parmi les différents commentateurs de marché ? Qu'est-ce qui se dégage aujourd'hui comme son de cloche ? Donc, quand je dis observateur aujourd'hui, il y a les patrons de sociétés de gestion, de fintech, des influenceurs aussi qui ont une place de plus en plus importante dans l'écosystème fintech. C'est quoi est-ce que tu vois des discours qui se dégagent un petit peu là, dans cet environnement ? Ou est-ce qu'on est toujours, moi j'avoue, dans cette rhétorique de achète des ETF et tais-toi, ou est-ce qu'on commence à aller un peu au-delà ? C'est sûr qu'on a été dans un... Alors après, c'est toujours compliqué parce que quand tu me poses la question de quel est le discours de telle ou telle personne que je peux entendre. D'abord, la plupart des personnes qu'on entend ont quelque chose à vendre. Donc, il faut aussi se rendre compte que l'information économique, elle est beaucoup commentée, elle est beaucoup fabriquée par des gens qui ont un service à vendre. Vous regardez une chaîne d'information généraliste pour commenter des inondations ou commenter la mort du pape. On n'a pas des spécialistes des pompes funéraires, ni des spécialistes... Non, mais voilà, quand tu regardes l'actualité financière... Non, mais c'est vrai. Ou des inondations, on n'a pas un spécialiste des pompes qui vient commenter le fait qu'il y ait des inondations. Enfin, pas toujours. Sur les marchés financiers, pardon, pour nos auditeurs qui sont des acteurs B2B des marchés. Mais voilà, il y a quand même une prise de parole experte qui émane. T'en es une illustration. Wilfried, tu travailles pour un fonds et tu le fais avec tout ton cœur et toute ton intelligence, des analyses qui servent effectivement le fonds, mais dont le public, dont moi et les gens qui nous écoutent sont les premiers bénéficiaires. Donc, en fonction de qui prend la parole, tout le monde n'a pas le même agenda, la même agency pour commenter ce qui se passe. Ce que je dirais que d'une manière générale, c'est que je trouve, et ceci n'est qu'une observation qui n'engage que moi, qu'il y a beaucoup de prudence. Je pense qu'on est dans un monde en France en 2025 où il y a eu beaucoup de néo-investisseurs qui vivent leur première crise. On a eu un petit avant-goût cet été en août 2024, autour du 5, quand on a eu ce mini-crack sur les marchés où, comme c'était au milieu de l'été et que l'intégralité de la France était en vacances peu ou prou, on a un peu oublié. Mais là, c'est un peu le premier crack. Je reprends ton expression, sous ton contrôle, Wilfried. En tout cas, la première situation stressante de marché que beaucoup d'investisseurs français, jeunes ou simplement néo-investisseurs, c'est-à-dire devenus investisseurs ou épargnants actifs au cours, on va dire, des 5 dernières années, depuis le Covid. Hors crypto. Hors crypto, voilà. Vivent. Ou en tout cas, puisque le point d'entrée, c'est intéressant, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'investisseurs, de néo-investisseurs et de jeunes investisseurs français qui sont rentrés en investissement via les cryptos et qui, au cours de ces dernières années et ces derniers mois, sont rentrés sur d'autres classes d'actifs grâce aux cryptos, vers
notamment les marchés, grâce aux ETF. Et donc, on va peut-être revenir à ce que tu disais tout à l'heure, qu'on a beaucoup entendu, achète des ETF, fais du DCA, fais de l'investissement programmé en ETF et ça va bien se passer. Résultat, les gens qui ont été dans ce logiciel de dire « je suis passé des cryptos à l'investissement dans les marchés grâce aux ETF, aux trackers », les gars, ils vivent quand même leur première crise sur les marchés. Et je pense que ça ne doit pas être très, très facile de voir ces portefeuilles fondre, parce que déjà, les cryptos aussi, ça serait l'objet d'un autre podcast, mais est-ce que les bitcoins... La corrélation, on peut l'aborder. Oui, mais... bon, voilà, est-ce que Bitcoin joue le rôle de valeur refuge qu'on lui a beaucoup prêté, et une fois de plus, qui est le on. Voilà. Donc, je dirais que dans tout ça, dans les différents acteurs que j'entends, il y a beaucoup de bienveillance, parce qu'on essaye d'onboarder, on essaye d'emmener avec nous, y compris des néo-investisseurs. Alors, peut-être parce que moi, je suis aussi sur un média au carrefour du B2B et du B2C qui s'adresse à la fois aux investisseurs particuliers, mais qui est beaucoup incarné par des investisseurs professionnels, dont vous faites partie. Mais je trouve que l'ambiance actuelle est assez bienveillante, qu'il y a beaucoup de pédagogie et que le fait que les dernières secousses aient été beaucoup commentées sur les chaînes d'information généralistes, parfois de manière un peu rapide, un peu entre deux sujets et de manière trop express, est une bonne chose parce qu'on est en train de faire un petit peu de place aux Français et aux Françaises investisseurs et épargnants et que je trouve que le sujet est quand même assez abordé. Je ne sais pas si je suis très claire du coup dans mon constat, mais je trouve qu'on en parle. Les différentes personnes prennent leurs responsabilités en posant sur la table des propos simplifié, explicatif. On a beaucoup vu de spécialistes de BFM Business, d'ailleurs, sur d'autres chaînes plus grand public ces derniers jours. Et je trouve qu'il y a une petite musique très pédagogique pour expliquer ce qui se passe. Maintenant, on reste en France. Donc, le rapport au marché est quand même épidermique. Si vous traitez un sujet marché sur une chaîne généraliste, on va toujours le faire avec des pincettes. Le journaliste va être obligé de se sentir obligé de préciser que l'investissement, c'est pas pour tout le monde, que bien sûr, les marchés, c'est très technique. Et moi, ce que je tire comme conclusion de la situation, c'est que on a besoin de parler plus de marché, on a besoin de parler plus de finances, on a besoin de démocratiser et de parler plus de ce qui se passe techniquement sur les marchés en ce moment, parce que ça nous concerne tous. On est aussi dans une ambiance où, en France, on est en train de remettre sur la table la réforme de la retraite. Tout le monde est omnubilé par le mot capitalisation et répartition. La vérité, c'est que d'ici quelques années, tout le monde va avoir besoin de faire de la retraite par capitalisation. Donc, les marchés, le CAC 40, le CAC Mid et Small qui baisse, ce qui se passe au niveau macro-américain, ce qui se passe au niveau macro-européen, parce qu'on pourrait aussi parler de nous, notre responsabilité en tant qu'épargnant français. Qu'est-ce que ça veut dire de maîtriser où on met notre argent, sur quel véhicule on investit, sur quelle est la nationalité de l'entreprise dans laquelle on investit ou via laquelle on investit. Moi, je dirais que le son de cloche actuel, enfin pas le son de cloche, mais ce qu'on entend est quand même plutôt pédagogique et j'espère va tirer tous les épargnants français vers le haut. Parce que si tout le monde s'inquiète pour son assurance vie, finalement c'est une bonne chose parce que ça veut dire que les gens s'y intéressent. La note positive de Lorraine, c'est que les gens s'intéressent au sujet. Ouais. Alors est-ce qu'ils le traitent bien? L'inquiétude est la première marche vers la sagesse. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'ils le traitent bien? Je crois que le point d'interrogation est toujours là, mais en tout cas, au moins on s'y intéresse et c'est vrai pour le coup sur toutes les chaînes d'information. Donc c'est un bon point de départ. Petit chiffre que j'ai regardé juste avant de venir, 67% des Français ne croient plus dans la retraite par répartition. Donc effectivement, je pense qu'on va être contraint de s'y intéresser un peu plus. Bon, ceci étant dit, on a dit qu'il y avait quand même quelques petites opportunités dans des marchés de volatilité, parce que c'est vrai que quand les marchés sont haussiers, finalement, il y a peu de place pour le discernement. Il était haussier, certes très haussier l'année dernière, mais en fait... très porté par quelques valeurs. Donc, quand on avait des indices, on était très exposé à ces quelques valeurs. Mais indépendamment de ça, il y avait peu de place pour la sélectivité, en fait. Donc, pour la gestion active. Gestion active qui est devenue un gros mot. Hein. Donc vous êtes l'ambassadeur. Mais dans cette rhétorique, achète des ETF et tais-toi, le message quand même sous-titré, souvent, c'était la gestion active, c'est de l'extorsion de fees. Absolument. Non, mais c'est poussé un peu le bouchon, mais effectivement, le sous-texte était là. Ouais. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu en penses, Wilfried? Et surtout, peut-être que dans ce contexte de volatilité, c'est peut-être là que tu vas démontrer, toi et les autres bons gérants actifs qui
ont donc leur place et on l'espère. Et qui la méritent. Non, mais je veux dire, si vous avez de l'encours, c'est qu'à un moment donné... C'est ta remontada, Wilfried, vas-y. Non, mais il y a des gens qui vous font confiance. Donc, est-ce que c'est le moment? Et si oui, sur quoi il faut se positionner? C'est quoi le secret des gérants actifs? Je pense déjà, pour reprendre ce qu'on disait un petit peu avant le début de l'émission, je pense que pour tous ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, il n'y a pas de meilleur moment que les grandes crises financières pour faire déjà sa propre introspection, pour bien se connaître en tant qu'investisseur. On remplit tous, en tant qu'investisseur particulier, on remplit tous des tonnes de formulaires et des tonnes de questionnaires plus ou moins sophistiqués pour connaître le profil de risque, l'aversion au risque. Voilà, ça devient parfois extrêmement complexe, même si des acteurs le font particulièrement bien. Mais néanmoins, on ne peut le savoir, sa véritable aversion au risque, que lorsque on est touché véritablement par la volatilité directement sur les marchés. Parce que ça nous touche, on parlait de l'émotion évidemment sur les marchés. L'argent, c'est quelque chose qui représente à la fois une histoire, ça représente un potentiel, ça représente une liberté. Et donc, c'est quand on voit son capital être touché et s'évaporer peu à peu, il y a quelque chose d'extrêmement dur sur sa capacité à se projeter qui est en train de se passer. Et donc, c'est le bon moment pour se dire, voilà, si on est dans une année terrible, la plus terrible des années des 50 dernières années, c'est 2008, où on a fait quasiment 60% de baisse sur le marché action. Et c'est le bon moment pour se dire, si jamais on était dans cette situation-là, de combien est-ce que mon portefeuille financier, je mets de côté effectivement l'immobilier, ceux qui ont des terres agricoles, etc., mais de combien mon portefeuille financier baisserait? Quel est ce qu'on appelle dans notre jargon le max drawdown, donc la perte maximale que j'aurais sur ces marchés? Et est-ce que finalement, je peux quand même vivre avec ça? Et donc, c'est bien de se dire, voilà, si on est sur des marchés qui, au total, baissent de plus de 50%, on va dire, dans mon allocation d'actifs, ça me donnerait quoi aujourd'hui? Est-ce que je suis plutôt bien positionné par rapport à mon aversion au risque, mon aversion réelle au risque, ou est-ce que je suis sous-positionné ou surpositionné? Et ça, déjà, c'est la première des grandes questions à se poser. Souvent, pas pour tout le monde, mais on est quelque part entre 15 et 25% de perte maximale considérée comme étant acceptable. Pour certains, c'est beaucoup plus parce que les patrimoines sont plus importants ou parce que le mode de fonctionnement et l'histoire est différent. Pour certains, c'est beaucoup moins, ça peut être 5%. Etc. Mais c'est la première des questions à se poser. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que j'ai bien alloué mon épargne dans différentes poches, même si le terme n'est pas très beau, mais dans différentes enveloppes qui répondent à des besoins différents. L'enveloppe qui est... en charge de me protéger si j'ai vraiment un coup dur extrêmement important. Donc là, elle doit être à la fois disponible et avec une potentialité de perte très faible. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va en avoir besoin. Ça peut être une maladie, ça peut être autre chose, ça peut être un problème professionnel, etc. Il y a la partie plus agressive, où je suis les marchés, où je fais véritablement pas mal d'opérations. Ça peut être un PEA, par exemple, ou une enveloppe d'assurance vie, pour dire, voilà, je suis dédié à ce que ma performance soit la plus importante possible, quitte à prendre des risques. Et puis, vous avez peut-être une troisième poche, plus équilibrée, dans laquelle je fais moins d'opérations, mais j'en fais quand même progressivement pour ajuster tactiquement, progressivement un petit peu mes options. Et là, en fait, en fonction à la fois de son patrimoine général et donc de son aversion générale au risque, définie par, une fois de plus, la perte maximale possible. Je pense que cette notion est extrêmement importante, la perte maximale possible d'un portefeuille, et puis les différentes enveloppes, alors on fait des choses différentes. Et par exemple, effectivement, aujourd'hui, on peut se dire, dans une enveloppe qui est agressive, voir qu'on a des entreprises qui délivrent toujours, alors il faut attendre la fin de la saison des résultats, mais des résultats qui sont quand même très intéressants. On l'a vu encore ce matin, L'Oréal a surpris positivement. D'autres surprennent également aux États-Unis positivement. On a eu Eli Lilly qui a fait une belle annonce. Et dans ce cas-là, on peut effectivement dire ce sont des opportunités pour, sur une poche plus agressive, profiter de ces opportunités pour investir dans des entreprises qu'on a toujours considérées comme étant un peu chères. Mais on y va, c'est le bon moment, dans le respect effectivement de son allocation d'actifs. Et puis, dans les poches peut-être à l'inverse beaucoup plus sécurisées, on peut pourquoi pas faire une démarche inverse. Ça n'est pas interdit. Ça n'est pas interdit de faire une démarche inverse, de dire dans cette poche sécurisée, peut-être qu'elle était malgré tout un peu trop investie
parce que je me suis laissé un peu trop emballer par les marchés. Et donc, autant je vais être peut-être un peu plus investi dans ma poche générale, ou dans ma poche agressive, autant dans ma poche défensive. Là, en fait, je me suis laissé un peu emballer par tout le bruit, justement, positif autour des marchés. Je vais réduire un petit peu, même si ça a déjà baissé, c'est pas grave. Là, au moins, ça me protège et ça me permettra d'avoir l'esprit libre. Et je terminerai par là. L'important dans les marchés, c'est d'avoir du confort avec ces investissements, que ces investissements nous ressemblent. Parce que s'ils ne vous ressemblent pas, vous allez prendre la mauvaise décision au mauvais moment. Vous allez vous dire, en fait, on m'a conseillé, j'ai suivi quelqu'un parce que je connais bien Lorraine, parce que je connais bien Gustave, que j'ai confiance en eux. Mais à un moment donné, ça me ressemble pas. J'ai suivi ce qu'il disait, mais c'est pas moi. Donc, c'est le moment de dire, qu'est-ce qui me ressemble ? Et à ce moment-là... Voilà, exactement. Et chaque investisseur est différent. Et donc, c'est important, justement, dans ces moments-là, de dire, mais qu'est-ce que je suis profondément ? Qu'est-ce qui va me permettre de supporter, effectivement, ces accès émotionnels très forts qu'on subit sur les marchés? C'est jamais agréable de regarder son portefeuille qui baisse. Et je crois, je vais faire une confidence, mais je pense que, y compris les investisseurs professionnels, quand ils regardent leurs propres investissements, quand les marchés baissent, ils le regardent beaucoup moins souvent. Hein. Et on dit, bon, c'est pas grave. C'est moins sympa. Voilà, on se dit, bon, ça, c'est plutôt pour du long terme. Voilà. Mais c'est le bon moment, effectivement, pour se poser ce type de questions et investir de façon différenciée en fonction des poches. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'un expert comme toi, première chose à laquelle tu réponds quand tu dis quelles sont les opportunités du moment, c'est la méthode. Ta première réponse, c'était la méthodologie. Ouais, donc, effectivement, c'est des systèmes comme si vous voulez perdre du poids, comme si vous voulez réviser un concours. C'est toujours la méthode qui prime. La méthode et la discipline. C'est pareil. Voilà, exactement. C'est la méthode et la discipline d'application de cette méthode-là. Exactement. Et ça permet effectivement après d'avoir un cap et de se dire, de ne pas se laisser, comme tu le disais, Lorraine, de ne pas se laisser en fait manipuler d'une certaine manière par le marché. Le plus important, c'est l'investisseur qui doit décider. C'est pas le marché. C'est pas le marché qui décide de ce que vous faites. C'est vous qui allez décider en fonction du marché, en fonction des informations que vous donne le marché, en fonction de votre propre analyse. Mais c'est pas le marché qui vous dit « fais ci, fais ça ». Non. C'est le contrôle, la capacité de l'investisseur de rester en contrôle de son investissement. Pour moi, c'est le plus important. Ça, il sait le faire que s'il a son plan ou ça. Exactement. Alors, il doit se faire accompagner, bien sûr, par des gens, mais voilà, se réfléchir à ce qu'il est vraiment lui. Ou le construire lui-même, mais en tout cas, il doit avoir cette méthodologie précise. Exactement. Bon, après, en termes d'opportunités, tu parlais pas mal d'exemples d'approches assez value, assez Warren Buffett, donc d'aller chercher... On peut avoir de tout. Franchement, on peut avoir de tout. On peut avoir une approche aujourd'hui de dire, à la fois chercher effectivement des entreprises qui sont... avec un prix très raisonnable et qui délivrent de belles performances. On peut aussi se dire que pour les entreprises qui étaient des entreprises stars il y a encore quelques mois, toutes les entreprises, il y a l'intelligence artificielle qui ont quand même énormément baissé ces derniers temps, avoir une approche beaucoup plus justement orientée croissance. Mais ça dépend également de l'investisseur. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien toute la partie croissance. Je suis très, j'ai un tempérament plutôt optimiste, en me disant on va se projeter vers l'avenir. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et donc, effectivement, il faut équilibrer ces investissements. Le plus important, c'est effectivement d'arriver à les équilibrer pour pas être, en tout cas, sans en être très conscient, pas être dans une approche qui va être tellement concentrée qu'elle va progressivement ressembler à une approche de capital investissement où on concentre énormément ses investissements. Ça peut être une stratégie. Il y a des gens qui concentrent énormément leurs investissements sur quelques secteurs, voire sur quelques entreprises, parce qu'ils les connaissent très bien. Et ils n'appliquent pas l'adage il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Ils disent si, c'est la seule manière de bien surveiller les œufs. C'est deux approches qui sont très différentes. Encore faut-il avoir des œufs pour les diversifier. Mais voilà, d'où l'importance, et je reviens là-dessus, je terminerai par là, d'avoir fait ce travail préalable de quelle est ma perte maximale pour toujours pouvoir avoir de la marge de manœuvre. Toujours, comme me disait un vieux gérant, il faut savoir rester à la table. Ne pas se laisser emporter et sortir de la table parce qu'en fait, on s'est tellement laissé emballer que finalement, on n'a plus rien. Ça rappelle le casino. Mais Lorraine, toi qui tous les jours aussi fais intervenir des gens sur des classes d'actifs très différentes, ça peut aussi être là qu'on se tourne. Je sais que tu donnes la parole à des gens qui investissent dans le vin, dans l'art, dans les voitures anciennes, dans l'or. L'or dont tu as beaucoup parlé depuis un certain temps avant qu'effectivement ça explose. Toi, c'est quoi les opportunités dont tu entends le plus parler et éventuellement que toi, qui toi t'inspire le plus dans ce moment de marché? C'est vrai que par définition et par méthode, pour reprendre ton expression, Wilfried, nous, on construit une émission où on s'assure, quelles que soient les conditions de marché,
de parler de toutes les classes d'actifs. Je vais prendre un exemple. Je crois que le 2 avril, on avait prévu, on avait notre expert sur le vin qui était programmé. On l'a gardé. On avait décidé de faire un sujet sur le vin en se disant on va pouvoir parler des tarifs douaniers sur le vin français. Et en fait, l'émission étant en direct de 10h30 à midi, les annonces dans le Rose's Garden de Trump étaient prévues à 22h pour nous. Donc, on n'a pas pu faire ce sujet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sujet sur les producteurs de vin américains. En se disant, on va retourner le sujet. On va parler de l'actualité, parce qu'on va parler de vin et de l'impact sur le vin, mais on s'est mis du point de vue des producteurs américains. Bon, c'est un exemple pour dire que nous, on fabrique une émission qui est presque d'abord de l'information, mais qui est aussi du temps de cerveau disponible pour ceux qui nous écoutent en direct sur podcast. Je veux dire, nous, c'est pas le CNRS, et même si on a une émission de finance et d'information économique sérieux, on a aussi une programmation où on se doit de parler de un peu tout, sauf effectivement journée majeure. Bon, le lendemain du 2 avril, clairement, on n'a parlé que de marché. Hein. Je ne vais pas vous dire que j'ai refait un sujet sur l'investissement dans l'art ou sur le vin, mais voilà, bon. On fabrique une émission d'information. Donc, je fais toujours attention à laisser un peu de place au private equity, au côté ou non compté, au marché, bien sûr, au marché chaud, c'est-à-dire des points marchés en direct, ce qui se passe d'un point de vue technique sur le CAC, mais aussi la tendance. On peut parler de psychologie des marchés à n'importe quel moment dans une émission, que ce soit pour commenter de l'actu chaude brûlante ou pour commenter de la tendance ou faire de l'éducation financière. Dans ce cadre, il y a des vagues, il y a des tendances. On travaille avec des agences de presse, on travaille avec des acteurs financiers qui ont des agendas aussi à pousser, qui ont des produits à promouvoir. Et donc, comment tu fais rentrer tout ça dans le cadre d'une émission ? En ce moment, on a fait le choix dans l'émission de beaucoup parler de private equity parce qu'à titre personnel et professionnel, en tant que journaliste économique, je me suis dit quand même, on a beaucoup parlé de private equity sans beaucoup parler de la crise de liquidité. Et donc là, pendant 15 jours, malgré l'actualité des marchés, on a fait de la place avec l'équipe, parce qu'on est une équipe quand même, à des sujets de PE, à des sujets de private equity, justement pour dire, attendez, le PE, qu'est-ce que ça fait en ce moment ? Ce serait bien qu'on en parle quand même un peu. Et donc, on a fait beaucoup de sujets sur le private equity, sous l'angle de la crise de la liquidité, où est-ce qu'on en est ? Comment ça s'en sort ? Qu'est-ce que ça fait le PE en ce moment ? Un peu bilan, en fait, des 18-24 derniers mois. Bon, pour répondre à ta question, si on ne s'informe pas via une émission ou pas via la presse traditionnelle, je pense aux Échos ou par exemple ou à d'autres sites d'information quotidiens, on a beaucoup de sujets sur, en ce moment, les club deals. Il y a des modes un peu. On parle beaucoup d'ETF. Il y a des modes, en fait. Donc, comment on va au-delà des modes ? C'est ça, le sujet. Ok. Il y a l'actu des marchés et l'impératif que tu as à décrypter l'actu chaude des marchés. Et puis après, il y a des modes. Et c'est là où on en vient peut-être au sujet qui est comment les gens qui investissent, et je pense plutôt évidemment aux investisseurs particuliers, s'informent. Ouais. Et les gens s'informent énormément sur les réseaux sociaux. Donc, on ne va pas faire un topo sur l'effet de bulle. Mais déjà, il y a l'effet de bulle sur les réseaux sociaux qui fait que si tu fais une recherche sur des ETF, globalement, tu vas avoir plein de contenus sur les ETF qui vont être poussés. Et en plus, à l'intérieur des ETF, dans la thématique ETF, tu as certains opérateurs qui payent pour de la pub qui vont être encore plus poussés dans ton thread. Donc toi, tu vas être encore plus enfoncé dans ta bulle d'informations qui fait que si tu t'intéresses aux ETF ou si tu t'intéresses aux cryptos, tu vas recevoir énormément d'infos sur les cryptos et les ETF. Tu as entendu parler d'un club deal, si tu as parlé à voix haute devant ton portable et que tu t'informes sur Instagram, l'algorithme d'Instagram va te pousser les infos sur des club deals. Et donc l'information qui va t'arriver sur les club deals, elle va être liée à du produit, des gens qui fabriquent de la publicité qui doit, toi, t'arriver comme si c'était de l'information, alors que ce n'est pas de l'information, c'est du contenu marketing. Ce qui veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, qu'il n'y a pas des trucs à tirer dedans. Mais il faut comprendre quand même la différence entre ce qui se passe sur les marchés ou dans l'univers financier, l'actualité et le commentaire expert sur ce qui se passe et le contenu sponsorisé, le contenu marketing lié à l'actu chaude ou pas qui nous attend. Et aujourd'hui, quand on cherche à faire ces investissements, et notamment pour les gens qui font leurs investissements tout seuls et les investisseurs particuliers, on est bombardé de contenus et tous ces contenus n'ont pas la même source, n'ont pas la même origine. Je ne parle même pas de valeur. Mais donc, quand tu me dis est-ce qu'il y a des tendances, qu'il y a des trucs dont tu parles le plus, une partie, et je vais faire un peu
j'espère pas une raison funèbre du journalisme économique, mais une partie du journalisme économique, c'est d'offrir une contre-programmation aux contenus marketing qui sont poussés par les services financiers. Il n'y a pas de jugement de morale ou de valeur. Voilà, il faut comprendre que quand on est investisseur particulier, on est bombardé avant toute chose par du contenu publicitaire. C'est pas un jugement, mais je veux dire, l'information et la commercialisation, c'est deux activités différentes, quoi. Absolument. Donc, mais le contenu de qualité, pour t'informer économiquement, tu peux très bien le trouver sur le site d'un grand asset manager, sur le site d'un distributeur, sur le site d'une plateforme fintech. Je ne dis pas que les informations ne sont pas, ou les contenus ne sont pas de valeur comparable. Mais voilà, il faut comprendre que quand on est sur Instagram et qu'on se dit « Tiens, j'ai plein de contenu sur les club deals. Tiens, ça m'intéresse de faire un club deal. » Ou « Tiens, une grande plateforme vient de lancer un PEA. Et tiens, si j'ouvrais ou si je déplaçais mon PEA vers cette plateforme parce qu'en fait, vous avez été bombardé par de la pub, il faut réfléchir à comment on est malaxé par les contenus médiatiques qui nous alimentent au quotidien, parce qu'aujourd'hui, que ce soit tes clients en direct, Wilfried, ou les tiens en direct, Gustave, s'informent sans s'informer. C'est-à-dire que tu vas sur Insta, tu vas sur LinkedIn, tu vas sur X, la pub que tu consommes, c'est pas toi qui l'as choisie. Mais t'es dans une bulle. Voilà. S'informer, c'est-à-dire faire la démarche d'acheter un journal, de lire, et donc de s'informer et de consommer du contenu. Ouais. Et on en revient à ce que tu disais, en fait. Il faut se connaître soi-même comme investisseur. C'est-à-dire qu'il faut aller faire l'effort. Et moi, c'est peut-être le conseil que je peux donner là, sur le mois qui vient de se passer. Il faut faire l'effort d'aller sélectionner, d'aller curater, comme on dit en langage Internet, les informations, parce que l'information qui nous arrive n'est pas neutre. Et alors, dans mon propos, le mot information et contenu se mélangent. Mais voilà, le contenu qu'on consomme, qu'il soit journalistique, marketing, informatif, sponsorisé, gratuit, etc., n'arrive pas par hasard dans nos threads. Et je dis ça parce que la plupart d'entre nous s'informent sur les réseaux. Ce qui est très dur, effectivement, c'est de trouver, je pense, pour un investisseur, y compris d'ailleurs institutionnel, professionnel, institutionnel, d'avoir un interlocuteur dans lequel vous pouvez avoir confiance sur le fait que son diagnostic ne va pas être nécessairement biaisé. Et je me souviens avoir eu une discussion un jour avec un commercial avec lequel je faisais une réunion avec un de ses clients, un grand client institutionnel. Et c'était il y a 2 ans, je crois. Et j'étais effectivement, c'était juste avant l'été, et j'étais passé prudent, vraiment. Et donc je raconte effectivement pourquoi est-ce que j'étais passé prudent sur les marchés et que je recommandais quand même pour l'instant d'avoir un peu de recul. Évidemment, ça mettait mon commercial un petit peu chafouin. Et il me disait, oui, alors ce que tu veux dire, c'est que tu es prudemment positif. Je dis, non, tu ne m'as pas compris. Je suis juste prudent. Et je lui ai expliqué à un moment donné, ce qui est très difficile, c'est que lorsque on est macroéconomiste ou stratégiste, on doit de temps en temps, évidemment pas très souvent parce que les marchés généralement montent, donc il faut être optimiste quand on fait ce métier, mais on doit de temps en temps montrer qu'on est prudent. Si on est tout le temps acheteur, on devient commercial. En fait, si à un moment donné, vous avez un interlocuteur qui structurellement est tout le temps acheteur, et tout le temps, c'est super, il faut tout le temps acheter, vous n'avez pas besoin de lui. Si vous n'avez pas besoin de lui, si vous voulez effectivement acheter tout le temps, etc. Il faut effectivement arriver à trouver dans ces contacts, dans ceux qui interviennent régulièrement, des gens dont on dit la voix, c'est une voix authentique. Et donc, à un moment, s'il pense quelque chose, s'il le dit, ça veut dire que ça correspond non pas à une analyse qui a été dictée quelque part par des impératifs plus ou moins visibles commerciaux, mais véritablement par une analyse qui est une analyse d'experts sans tenir compte effectivement d'impératifs commerciaux. Et ça, c'est très difficile, en particulier dans les moments effectivement de stress de marché. Dans les moments où tout le monde gagne, c'est facile. C'est facile, vous achetez à peu près n'importe quoi et tout fonctionne. Donc, c'est formidable. Ce qui est dur, c'est les moments comme ceux qu'on vit aujourd'hui. C'est effectivement, c'est dire comment est-ce que, quelle discipline j'applique, comment est-ce que je suis méthodique, comment est-ce que si ma société promeut plutôt des actions américaines ou small cap, comment est-ce que je peux quand même à un moment donné dire c'est bien d'avoir des actions aussi européennes et mid cap. Et ça, c'est très important, d'avoir quelqu'un qui est capable non pas de jouer totalement contre ses intérêts, mais de s'en extraire. Et de dire et ça c'est je pense que Lorraine tu vends, c'est de la confiance quand même. Exactement. Et si tu vends toujours, si tu as un intérêt commercial, mais absolument, la confiance est rompue et donc ta promesse finale est rompue. On est totalement d'accord. Mais ça, je pense que c'est un discours qui est de plus en plus difficile
à maintenir parce qu'il y a un cadre qui est de plus en plus fort, en particulier pour tous ceux qui interviennent. Je pense que, Lorraine, tu ne me contrediras pas. Pour tous ceux qui interviennent dans les médias, il y a un aspect média training qui devient quand même très, très fort, avec un cadre extrêmement strict qui fait que on voit, moi j'ai vu sur des plateaux certains interlocuteurs être un peu tétanisés par des injonctions contradictoires et plus trop savoir comment exactement se positionner. Ouais. Donc ça, effectivement, il faut que toute l'industrie en fait se regarde aussi parfois de façon très objective, pas uniquement de l'investisseur, se connaître, en disant comment est-ce que ce lien de confiance, soit on le rétablit, soit on le maintient tout simplement. Et ça, c'est très important parce que sinon, il y a un vrai sujet. Ce que vous dites l'un et l'autre, ça me fait penser en fait à ce qu'on dit souvent sur la politique plutôt, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rupture, d'authenticité entre les hommes politiques et l'audience. Et donc la crise de confiance, on revient sur le mot confiance, elle vient beaucoup de là. Et on a vu la manière dont Donald Trump justement a fait campagne en utilisant beaucoup des formats podcast, des formats alternatifs. Absolument. Où on retrouve la première élection podcast. Élection podcast. Mais comme Kennedy a fait la première élection TV. Tout à fait. Et Obama, la première émission réseaux sociaux, je crois. Donc effectivement, il y a des moments de rupture, mais c'est vrai que cette manque d'authenticité, le côté on rentre dans une loupe algorithmique, un loop algorithmique, etc., ça rappelle un peu les Cambridge Analytica, etc., sur les finances personnelles. Et je pense qu'on est un peu... C'est-à-dire que le sujet, tu l'as dit Lorraine, pour positiver, le sujet est arrivé au devant de la scène. Première étape. Maintenant, à mon avis, la deuxième étape, c'est d'avoir des contenus plus authentiques avec des gens qui ont des points de vue. Puisqu'encore une fois, désolé, et pour autant, on en vend, nous, des mandats ETF, donc on n'est pas contre et on pense que ça s'applique très bien à certaines situations. Mais le seul discours qui dit « achète des ETF et tais-toi », typiquement, à un moment donné, je trouve que c'est trop limitant. Et surtout, achète des ETF, ça veut dire soit long marché. Ça veut dire donc soit justement positif tout le temps. Et long des plus grandes capitalisations à l'intérieur de ce marché. Exactement. Ouais. Et tout le paradoxe de la gestion passive, c'est que la gestion passive ne réussit que parce qu'il y a de la gestion active. C'est-à-dire que ce sont les gérants actifs qui définissent à la fin les indices. Puisque un des points très positifs de la gestion par ETF, la gestion dite passive, c'est le biais du survivant. C'est-à-dire, finalement, en achetant les indices, j'ai toujours ceux qui sont dans les indices, donc ceux qui sont des survivants. Mais ça n'existe que parce que les gérants actifs font leur travail de sélectionner. Sinon, ils resteront toujours les mêmes. Et donc il y a plus ce côté vivant des indices qui est un des... Donc, c'est pour ça qu'il faut équilibrer les deux. Si jamais on n'a que des indices, on rate quelque chose parce qu'on est tellement emporté par justement les comportements émotionnels de marché que, typiquement, dans ce qui s'est passé depuis le début de l'année, on souffre énormément. Si on n'en a pas du tout, à l'inverse, quand les mouvements de marché deviennent généraux, ce qui se passe là aussi régulièrement par intervalle de marché, on rate aussi beaucoup de choses. Donc, il faut arriver à équilibrer les deux, toujours dans cette optique, j'y reviens, mais voilà, de méthodologie, de discipline, et de pas... Ce qui est très dur, c'est de ne pas se laisser emporter, comme tu disais, Lorraine, par des modes. Se pas se laisser emporter par le fait de dire, mais finalement, je devrais être investi que sur l'intelligence artificielle, ou maintenant, je devrais être que sur l'or, ou je devrais être... voilà. Non, il faut garder ces espèces d'équilibre en disant, j'ai différents scénarios, en écoutant tous les interlocuteurs que je pense pertinents, je me fais mes propres scénarios. Et à chaque scénario doit correspondre une partie de mon portefeuille. C'est-à-dire, si vous pensez qu'il y a 5% de chance pour que ce soit un scénario cataclysmique de dislocation complète des marchés, dislocation du dollar, votre portefeuille doit refléter ça à 5%. Peut-être 5% d'or, ou certains, ce sera du bitcoin ou du franc suisse, mais 5%, pas 60%, ni 70%. Si vous pensez que c'est 10%, alors c'est peut-être 10%. Mais il est peu probable que vous pensiez qu'il y ait 80% de chances qu'on aille véritablement après avoir écouté tous les interlocuteurs, dans une situation extraordinairement difficile. Donc il faut garder ces équilibres-là pour ne pas se laisser emporter par un scénario qui reste un scénario souvent attractif, mais qui n'est pas un scénario fondé. Il y a quelque chose que j'aime bien. Alors, Lorraine, tu vas probablement sourire parce que j'ai souvent répété cette formule-là. Mais sur les marchés, c'est comme dans la vie, il y a les optimistes et les pessimistes. Les pessimistes font de l'audience, les optimistes font de l'argent. Il ne faut jamais oublier que quand on est pessimiste, forcément, on fait appel à cette notion de risque, à cette notion très ancrée dans nous de paranoïa qui fait qu'on a survécu en tant qu'espèce, qui est en plus extrêmement hollywoodien. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est extraordinaire, il y a des risques et à la fin, son génération, Bruce Willis, Gerard Butler ou d'autres sauvent le monde. Sauf que celui qui se focalise sur la méthode, sur les arbres qui poussent tranquillement, à la fin,
c'est lui qui gagne. C'est lui qui va effectivement remplir ses objectifs et c'est lui qui va avoir la capacité de faire du Warren Buffett tranquillement. Voilà. Et ça c'est très important. Dans Psychology of Money, il dit que quand on a un propos négatif, on a l'air plus intelligent. Donc, on en est là. Sur des audiences. Ah bah voilà, donc on est parfaitement raccord. Donc j'essaie d'être le plus pessimiste possible. Pour paraître de plus en plus intelligent et faire de plus en plus d'audience. Pour faire illusion. Mais moi, je dirais, à titre d'observatrice, une fois de plus, que moi, je suis pas une actrice à proprement parler du monde de la finance, mais il y a quelque chose, c'est que les gens s'informent beaucoup au quotidien. Tu vas lire la presse quotidienne, tu vas vivre au rythme de ce qu'a dit le FT, de ce qui est lu dans le Wall Street, de ce que tu as entendu idéalement sur BFM Business. Mais il y a aussi le temps long. Et il y a aussi autre chose que entendre, écouter ou voir. Régulièrement, Wilfried, tu me fais une to-read list des basiques à avoir lu. Et parfois, en fait, sortir de l'actu chaude, ça fait du bien. Parce que relire l'euphorie financière de Galbraith, c'est juste universel. Relire L'argent de Zola, c'est universel. Vous intéressez aux crypto? Moi, je dis toujours, tous les gens qui disent oui, Lauriane, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je devrais être investisseur en crypto ou racheter crypto? Moi, je ne donne pas de conseils d'investissement. Par contre, avant de toi prendre une décision, relis L'argent de Zola ou lis-le tout court. Parce qu'en fait, il y a d'autres sources d'information, il y a d'autres sources d'inspiration, il y a d'autres sources de réflexion que dans l'actu chaude et le commentaire à chaud du marché. D'abord parce que l'histoire financière n'est pas neuve, donc il y a déjà d'autres situations de crise qui se sont passées, dont on peut s'inspirer ou dans lesquelles on peut puiser, au moins des références ou des éléments de comparaison. Et en fait, parfois, on a l'impression que la vie des marchés s'autosuffit. Mais il y a plein d'autres sources, plein d'autres manières de prendre du recul. Et le temps long dans ce dont on parle, c'est juste le temps de lire. Écoutez, c'est très important. Le contenu, c'est pas que l'actu. Et le contenu, c'est pas que de l'audio et la vidéo. Et on parlait tout à l'heure des algorithmes et de comment on s'informe. Moi, en plus, je fais un média PAF. Là, on est en train de tourner un podcast. Voilà, on fait de l'image, on fait du son. Alors, on a la chance de faire du son long ici, sur un format de 1 heure, 1 heure et demie. Et ça, c'est très précieux. Mais parfois, lire, c'est aussi une autre manière d'alimenter son cerveau rationnel et son cœur d'investisseur, parce qu'on va imprimer des références et des choses. Et c'est tout bête comme chose à dire, mais aujourd'hui, qui va vous dire, sans être dans la représentation sociale, j'ai lu ce livre, ou genre j'ai lu la dernière liste de trucs bidule. Mais non, mais en fait, déjà, lisez les basiques, relisez-les, parce que franchement, tous les gens qui ne sortent pas d'école de commerce ou de fac spécialisées sur la finance et l'économie, je pense pas que tout le monde ait une bibliographie très à jour, quoi. Mais même sans parler véritablement, comme tu disais, de lire des livres d'économie ou financiers, si vous lisez tout simplement le bouquin De la Chine de Kissinger, vous comprenez très bien ce qui est en train de se passer entre Trump et la Chine aujourd'hui, entre Trump et Xi. Vous comprenez très bien que lorsque les États-Unis, dans les années 50, en 56, arrêtent la guerre de Corée parce qu'ils ont perdu 36 000 soldats, la Chine en a perdu plus de 300 000. Et Mao dit, moi, si j'en perds 1 million, c'est pas un problème. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que de toute façon, je vais continuer. Et dans l'histoire qu'on voit se déployer aujourd'hui entre Trump et Xi, on voit les deux psychologies complètement différentes de résistance à la douleur et à l'échec de deux civilisations qui sont complètement différentes. Et c'est le moment, effectivement, où on doit intégrer l'histoire pour dire voilà ce qui est en train de se passer. Donc ne pas être surpris. J'entends beaucoup de gens dire mais vous ne pouvez pas être surpris. On ne peut pas être surpris quand on a effectivement un peu de recul financier sur ce qui est en train de se passer. Si vous lisez le dernier livre, je crois le dernier livre de Douglas Kennedy, Ailleurs chez moi, où effectivement il parcourt les États-Unis en se demandant ce qui est en train d'arriver à son pays, et avec aussi un recul historique dans chacun de ces chapitres, vous comprenez pourquoi est-ce que les Américains ont considéré Donald Trump comme étant l'homme de la situation. Donc vous arrêtez de le considérer, y compris comme investisseur, avec vos yeux d'Européens, parfois un peu de commisération, en disant il est quand même très con. Bon. Alors qu'en fait, il répond à des problématiques qui sont de véritables problématiques extrêmement importantes aux États-Unis. Probablement pas de la bonne façon, etc., mais des problématiques importantes. Donc ça, effectivement, c'est pour ça que j'insistais au tout début de ce podcast sur la nécessité d'avoir de multiples sources d'informations, y compris écrites, et y compris lire des choses
qui ne semble pas en relation directe avec l'actualité. C'est ce qui est très difficile dans nos métiers. C'est d'arriver à dire ce que je fais n'est pas inutile. Quand vous lisez De la Chine de Kissinger, en fait, c'est pas inutile. Ça peut paraître... pourquoi est-ce que le stratégiste de Montpensier Finance va lire De la Chine de Kissinger ? Il y a des choses très intéressantes à en tirer, y compris là-dessus, et pas uniquement en lisant la dernière note de JP Morgan, qui est très intéressante également. Bon. Mais c'est ça qui est aussi important. Dans la routine et dans la méthodologie, je dirais il faut garder une poche lecture froide. Par exemple, il y a quelques semaines dans l'émission, j'ai donné une référence qui me semble importante par exemple à donner. On parle beaucoup d'IA, etc. On parle beaucoup de la compétition Chine-IA. Moi, un des livres qui m'apporte aujourd'hui un éclairage précieux, mais je dirais au quotidien, c'est un livre en français, je crois que ça s'appelle « La révolution de l'intelligence artificielle » de Kai-Fu Lee, qui est un grand investisseur taïwanais, qui a dû publier en 2018 ou 2019 un bouquin qui explique tout ce qui se passe depuis, on est en 2025, depuis 6 ans. Tout est écrit dans ce livre. Et par ailleurs, lire la dernière note de Arnett sur le stratégie de Bank of America, très bien. formidable. Mais dans ce livre, tout est écrit. Le développement d'NVIDIA, du côté des États-Unis, la concurrence des acteurs locaux en Chine, comment ils s'adaptent, le temps de réflexion, la notion de copie en Chine. Et bon, c'est un exemple de livre, hein, mais il y en a mille autres. Mais voilà, en fait... si on veut prendre du recul et si on veut comprendre la vie, d'ailleurs ça s'applique pour notre vie d'investisseur, mais pour notre vie en général, la littérature, le cinéma. Moi je trouve que par exemple The Big Short est le meilleur moyen de comprendre la crise des subprimes. Voilà, et c'est un film avec des stars hollywoodiennes, mais c'est super bien fait. La méthodologie, c'est pas que s'informer dans de l'actu chaude. L'opportunité du moment, c'est aussi de prendre un pas de recul. Mais oui. Exactement. Surtout, et pour moi mon thème principal en ce moment c'est celui-là, rester en contrôle. Il est très facile dans des marchés comme ce qu'on vit aujourd'hui, dans l'actualité en général, de perdre le contrôle. De perdre le contrôle et pour être en contrôle, il faut comprendre un petit peu ce qu'on fait. Et donc, peut-être pour revenir aussi sur mon angle, pour aborder cette situation, qui est cet angle très... justement, pour proposer une voie alternative ou complémentaire à ce diktat de l'ETF et tais-toi, je le raccourcis, vous l'avez compris. Moi, j'avais 3 points que je voulais faire et que je voulais compléter par une anecdote que j'ai entendue récemment. C'est ça ignore complètement le fait qu'il y a d'autres classes d'actifs qui le surperforment sur le long terme, comme le non-coté, qui devient quand même une part de plus en plus importante du portefeuille des particuliers. Ça ne distingue pas les tailles d'actifs, c'est-à-dire que les SMID cap, donc les petites et moyennes capitalisations, surperforment également en moyenne les plus grandes capitalisations et ils ont eu plutôt une crise de liquidité. Mais là, j'aimerais bien aussi t'entendre peut-être, Wilfried, là-dessus. Sur justement le retour de la sélectivité, parce qu'on l'avait dit, les indices performaient, mais avec peu de valeur qui tirait toute la performance. Et le troisième volet, là, j'ai appelé ça un ratio Colbert, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est en tout cas, c'est bien. En tout cas, faut se faire plaisir. En tout cas, je pense que ça suppose aussi la logique de l'ETF et le DCA, que vous êtes en capacité de lisser votre point d'entrée. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et moi, j'ai vu des gens avec des portefeuilles, je disais à Lorraine hors antenne tout à l'heure, et c'est un vrai cas. D'ailleurs, s'il se reconnaît, j'espère qu'il ne regrette pas trop de ne pas nous avoir suivis au mois de décembre sur la partie cotée, de gens qui ont mon âge, qui arrivent avec des 500 000 euros sur le S&P 500. Je dis, OK, d'accord, tu gagnes combien ? C'est-à-dire, quelle est ta capacité à lisser ce point d'entrée ? Parce que là, ta volatilité implicite, c'est 20-25%. Quelques mois plus tard, il a perdu 100 000 euros. Quelle est sa capacité à recréer ces 100 000 euros en maintenant telle quelle sa position? Pas si simple. Faut aller chercher... D'où l'importance de faire le travail qu'on évoquait au début. Mais c'est devenu une religion et on le voit. Et en fait, quand je disais ça peut être une très bonne stratégie, moi, c'est typiquement pour mon fils qui a 1 an, il a un portefeuille 100% ETF. Et il a le temps. Pourquoi pas des fonds Montpensier Bevel, voyons. Bon, c'est la seule alternative crédible, évidemment. Bien sûr, voilà. Mais voilà, ça veut dire que quand on démarre sur une petite somme, qu'on a un horizon d'investissement très long, ça me paraît très adapté. Mais ce qu'on voit, c'est que des gens qui arrivent à des 500 000 euros de portefeuille financier, c'est beaucoup pour un jeune trentenaire, qui est le cas de mon client. Et il continuait, peut-être que maintenant ça va évoluer, d'être amoureux de cette théorie. Et pour faire le lien avec mon propos, et ce qui m'a un peu déclenché, et je trouve ça très très intéressant, j'ai écouté Julia Hoggett, qui est la directrice générale de la London Stock Exchange, donc de la bourse de Londres, donc plutôt orientée finance de marché, parler de value for money.
Parce qu'un gros biais, si vous voulez, dans le pitch ETF, c'est de dire, en fait, les fonds actifs, c'est trop cher, et ce que ça vous coûte, en fait, vous le récupérez jamais en performance. Et en fait, elle disait, la première révolution de value for money, c'était d'enlever les coûts là où ils n'étaient pas nécessaires, et les ETF font un gros travail là-dessus. Mais la deuxième révolution, Dixit, donc la bourse de Londres, c'est plutôt au contraire aller rémunérer ceux qu'on doit réellement rémunérer et qui génèrent de l'alpha, de la surperformance. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'elles-mêmes disent, en fait, typiquement sur le long côté, typiquement peut-être sur des classes d'actifs qui sont moins screenées, comme les petites et moyennes capitalisations, il y a une légitimité à payer des frais et on va le retrouver dans la performance. Donc, value for money, comme dans n'importe quel bien ou service qu'on va consommer, ça veut dire à un moment donné qu'il y a aussi peut-être de la valeur dans ce qu'on fait, peut-être. Je l'espère. Voilà, non, mais à un moment donné, on finit par se poser la question quand on consomme le contenu. Et donc, cette valeur-là, elle mérite un prix. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc, peut-être, excusez-moi cette introduction un petit peu longue, mais voilà, je voulais vous donner quelques éléments et un peu provocateurs. Ça fait beaucoup de points. Le premier point que tu as soulevé, c'était la place du private equity. Donc, capital investissement du long côté. Je pense qu'effectivement, on a une montée progressive de cette classe d'actifs qui permet d'avoir accès surtout à des types d'investissements qui ne sont plus cotés aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui est assez important, plutôt que le rendement potentiel de cette classe d'actifs, c'est qu'on voit qu'on a toute une catégorie d'entreprises qui ne souhaitent plus aujourd'hui se soumettre aux contraintes liées à une cotation sur un marché réglementé. Et en tout cas, pas une cotation française. Pas une cotation française, mais même aujourd'hui, quand vous écoutez attentivement les propos d'un Elon Musk, il n'était pas du tout pressé d'introduire SpaceX en bourse. Voilà, c'est pas du tout son truc. Et XAI, donc la partie Grok, il l'a pas non plus introduite en bourse. Et OpenAI, pas nécessairement envie de s'introduire en bourse. Donc, si vous n'êtes pas un investisseur en private equity, vous échappez. Il y a des pans entiers d'investissement que vous n'avez pas. Il faut juste effectivement être tout à fait conscient, comme tu le disais, Lorraine, à l'instant, du fait qu'il y a un prix, et le prix, c'est la non-liquidité. Il y a une prime d'illiquidité que vous devez avoir. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit coûter à un moment donné moins cher d'acheter un actif illiquide que d'acheter un actif liquide. Dans certaines conditions de marché, ça coûtait plus cher. C'est quand même un peu gênant. Voilà. Mais donc, effectivement, je trouve que c'est intéressant, mais essentiellement dans l'axe de avoir accès à toute une catégorie qui n'est pas aujourd'hui disponible. Ça t'oblige quand même aussi. T'es long terme, t'as plus le choix, quoi. Que d'être long terme. Exactement, mais dans ce cas-là, c'est en fait la vieille blague dans la private equity, il n'y a pas de volatilité parce qu'il n'y a pas de prix. Donc voilà, mais c'est un peu gênant. Ouais. Voilà, donc si on le choisit pour ça, c'est effectivement, ça veut dire que je me contrains moi-même à avoir une vision très longue. Tu vois, c'est un peu comme le PER, tu peux pas parfois, et notamment pour des particuliers, l'épargne contrainte, elle a des vertus. Mais le PER, il y a quand même il y a capacité, il y a quelques portes de sortie, quoi. Voilà. Quelques portes. Et vous avez quand même un prix. Ce que vous n'avez pas en général. La deuxième question que tu posais, c'était sur les small mid. Est-ce que les small mid effectivement redonnaient toute leur place à la gestion active? Ça, j'y crois profondément. Les small mid avaient un atout considérable, c'était la progression plus importante des profits par action. Et on sait que les cours sont très indexés sur la progression des profits par action. Déjà, ça fait combien de temps qu'elles sous-performent? Et ça fait en gros depuis... en gros, ça fait depuis 2018. Okay. Voilà. Ce matin, la progression du CAC mid-small était plus élevée que celle du CAC 40. Oui, tout à fait. Mais là, on revoit effectivement, depuis le début de l'année, on revoit d'abord des prévisions de profits qui sont plutôt revues à la hausse sur cette classe d'actifs, ce qu'on n'a pas revu depuis très longtemps. Et on voit que ça recommence à fonctionner de ce point de vue-là. Et effectivement, c'est moins couvert, comme tu disais, par les analyses. Donc, la partie ETF est moins pertinente sur ce type d'action. Et donc, je pense que c'est par là que les investisseurs peuvent effectivement retrouver le goût de la gestion active. Et puis, effectivement, le fait qu'on a des mouvements très forts sur les indices. Et ta troisième question, c'était... C'était plus une remarque, mais c'était sur la capacité à lisser son portefeuille. Ah oui, la capacité à lisser son portefeuille. Alors, effectivement, et là, je pense que ce qui est très important, c'est en fait, de faire l'exercice que je disais tout à l'heure, c'est quoi ma perte maximale, et de garder toujours, d'une certaine manière, une capacité de sous-investissement. C'est-à-dire, on doit être toujours sous-investi par rapport à son point maximum.
ce qui donne l'opportunité, ce qui donne la possibilité de rester effectivement dans une logique de je vais compléter mon investissement à un moment donné. Ne jamais être au maximum de ses capacités. Si on est au maximum de ses capacités, ça veut dire que s'il y a un choc de marché comme aujourd'hui, on va être extraordinairement frustré. Et le risque dans ce cas-là, c'est qu'on vende au pire moment parce qu'on se dit mais alors, en fait, j'ai fait une bêtise. Voilà. Si quelqu'un, tu parlais d'un jeune trentenaire, il a effectivement 50 ans devant lui. 50 ans, c'est bon. Hein. Le vrai long terme en bourse, c'est ce qui s'est passé au moment de la crise des années 30 jusque dans les années 50, c'est 30 ans. Donc vous investissez en 1929, pour récupérer votre argent, il vous fallait 30 ans. Voilà. Donc au pire moment, voilà, au sommet voilà, c'est beaucoup, 30 ans. Mais au bout de 30 ans, vous récupériez votre argent. Pareil pour les actions japonaises. Hein. Les actions japonaises, ça doit faire quelque chose du genre de 35 ans, un truc comme ça. Si vous n'avez pas effectivement cette capacité-là, si vous n'avez pas 30 ans ou 40 ans devant vous, là, effectivement, il faut toujours avoir cette capacité de lisser, donc toujours être un petit peu sous-investi pour compléter. S'il avait suivi mon conseil, il aurait pu se repositionner maintenant et baisser son coût de revient progressivement. Et il n'était pas client de Colbert. Grosse erreur. Non, mais il est devenu sur le long côté. Ah bon. Il est devenu sur le long côté. Ton prospect ou ton client de 30 ans, il est typique de cette génération de jeunes investisseurs qui est rentré sur les marchés au moment où c'était la méga hype d'être sur les actions, post-Covid où ça s'est démocratisé. Moi, je dis souvent, il s'est passé avec le Covid, avec le mot investisseur, ce qui s'est passé avec le mot entrepreneur avec le début de la French Tech. 2015, 2016, 2017, le mot entrepreneur sort du jargon synonyme de chômeur, t'as raté tes études, tu erres professionnellement. Maintenant, aujourd'hui, tu dis t'es entrepreneur, mais c'est mieux que d'être trader, quoi. Aujourd'hui, c'est la même chose. Investisseur, c'est plus tabou. Enfin, en tout cas, peut-être on est dans notre bulle, hein. Mais avant, tu disais, ouais, j'épargne et j'investis, qui sont deux choses différentes, mais strictement liées quand même. Avant, t'étais un capitaliste, t'étais forcément riche ou t'étais né riche. Aujourd'hui, le bon investisseur, chacun peut se l'approprier. Homme comme femme, jeune comme vieux, salarié comme indépendant. Il y a une démocratisation autour du concept d'investisseur. Mais il faut une fois de plus mettre à la place de ton client ou du coup client raté de 30 piges. En fait, il a son âge, il s'informe via Internet, il a un rapport à son banquier ou sa banquière, à mon avis, un peu freudien, pas trop de relations, quoi. Pas très freudien, du coup. Non, mais voilà, je veux dire, spontanément, t'as pas envie d'aller raconter ta vie économique et financière à quelqu'un d'une agence avec lequel il n'a pas de lien historique ou familiaux, forcément. Et donc, en fait, il veut faire des actions parce que c'est la hype des actions. Le pire danger dans l'information économique, c'est les hypes, c'est les modes. C'est l'émotion. Les modes, effectivement, ça distribue des gifles assez vite. Après, c'est la fameuse expression du chauffeur de taxi, je crois aussi. Oui, c'est ça. Quand il commence à vous en parler, ça commence à être une mauvaise nouvelle. Effectivement, il y a des chauffeurs de taxi très bons investisseurs. Bien sûr. C'est quand même une profession d'indépendant et d'entrepreneur. C'est une expression. C'est une expression qui n'est pas de moi, d'ailleurs. mais tu as tout à fait raison. On a un peu de méthode. On a donc, si je récapitule, un marché qui est quand même très, très, très dur à lire et bien abîmé déjà en ce début d'année. Un conseil que vous partagez l'un et l'autre qui est de remettre un petit peu les bases, les méthodes en place. En termes d'outils concrets ou de pistes concrètes d'investissement, on n'a pas grand-chose là, à ce stade. Donc, est-ce que l'un et l'autre, vous voyez quand même des conseils actionnables pour le coup dans ce marché? Et si oui, lesquels? Peut-être Wilfried pour commencer. Dans les conseils actionnables, je dirais qu'il faut regarder effectivement les grandes valeurs qui ont beaucoup baissé, d'une part, et qui continuent à délivrer des performances opérationnelles qui sont de belles performances opérationnelles. La clé, ça reste le management. Donc, je pense qu'effectivement, s'intéresser à ces grandes valeurs, qu'elles soient d'ailleurs européennes ou américaines, peu importe. Mais ça me paraît une bonne idée. La deuxième bonne idée, c'est effectivement de regarder le secteur des SMID. Tu as un ou deux exemples peut-être de grandes valeurs, toi? Je me prononce pas sur les titres, voilà, sur les titres en direct. Mais le deuxième secteur sur lequel je me positionnerai, c'est effectivement toute la partie small mid Europe qui montre aujourd'hui qu'elle résiste à cet environnement de marché extrêmement compliqué. Et donc, compte tenu d'un niveau de valorisation qui reste faible, c'est probablement une bonne idée. Qui partait faible pour le coup. Voilà, qui partait faible. Et la résistance est plus importante, c'est intéressant. Et puis le troisième, et ça c'est pour les investisseurs qui sont les plus audacieux, je pense,
toutes les grandes mégatech qui ont été quand même beaucoup massacrées depuis quelques mois. C'est peut-être aller un peu vite en besogne de dire qu'elles sont déjà totalement mortes. Je rappelle qu'un professeur de Wharton avait fait le calcul en disant si vous investissiez au sommet de la bulle des années 2000 sur 10 valeurs équipondérées plus risquées que Cisco, vous faisiez à peu près 15 fois la performance du Nasdaq à une seule condition, c'est que dans ces valeurs-là, vous ayez Amazon. Et à l'époque, personne n'en voulait. Parce que tout le monde pensait qu'en 2000, Amazon était mort. Et donc, il faut effectivement diversifier ses investissements, y compris avec des valeurs pour lesquelles tout le monde aujourd'hui dit mais c'est fini, c'est terminé, on est passé à autre chose. Donc, avoir une belle diversification avec des grandes valeurs européennes, américaines, du small mid, et puis peut-être des grandes valeurs tech, sans oublier, je terminerai quand même par là, il y a un secteur qu'on oublie beaucoup, c'est toute la partie obligataire, qui n'est pas très valorisée par beaucoup de conseillers et mais la partie obligataire aujourd'hui, ça rapporte pas beaucoup en FIS, Wilfried. Ça rapporte pas beaucoup en FIS, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a encore des taux d'intérêt qui sont dans la partie obligataire corrects, avec, si on va vers une crise financière, en tout cas vers une crise économique, probablement un abaissement des taux qui va venir. Ça va revaloriser la partie obligataire. Avoir une poche obligataire, je sais que beaucoup d'investisseurs particuliers le font via le fonds d'euros, mais mais en fait, pour bénéficier parfois de certaines promotions sur le fonds en euros, il faut avoir d'autres fonds à côté du fonds en euros. Avoir à côté un fonds obligataire un peu gros, un peu flexible, un peu adaptable, qui a montré des performances. Ça permet d'avoir aussi des bonus sur le fonds en euros et ça permet aussi de se développer à moindre risque. Pour ceux qui ne le sauraient pas, du coup, le fonds en euros, c'est une manière détournée d'investir dans les obligations et c'est un fonds à capital garanti par les assureurs. On peut monter à jusqu'à 5% de rémunération sur ces produits-là à capital garanti sur le bilan de l'assureur. Mais souvent, il y a des conditions pour avoir ces rémunérations-là. Et donc, avoir à côté d'autres types de fonds. Et donc, parfois, pourquoi ne pas regarder les fonds obligataires à côté ? Mais c'est vrai que c'est aussi des opportunités qu'on n'avait pas il y a quelques années. Exactement. D'avoir du cash qui paye un peu. Exactement. Donc ça, c'est aussi une opportunité du moment. Absolument. Qui n'était pas un acquis en 2021. Absolument. Toi, Lorraine, du coup, est-ce que tu veux te risquer au pronostic un petit peu dans cet environnement, ou est-ce que même tu as un coup de cœur peut-être que tu as vu récemment où tu te dis, je sais pas moi, l'art... Non, moi je donne pas de conseils en investissement parce que c'est pas mon job et c'est pas ma fonction et franchement je pense que ce serait pas de bons conseils. Par contre j'ai quelques observations. Moi j'ai longtemps vécu en Asie, donc je fais plus que jeter un œil à ce qui se passe notamment sur les marchés chinois et hongkongais. Je trouve que c'est intéressant. Si vous vous intéressez à la géopolitique, si vous vous intéressez à la macroéconomie, si vous vous intéressez à la tech, il me semble assez inévitable de s'intéresser d'un peu plus près à la Chine, à Hong Kong, et si j'élargis un petit peu, évidemment, à la Corée, au Japon et au Vietnam, pour parler peut-être des plus gros marchés. On parle beaucoup du marché boursier vietnamien en ce moment, alors que d'habitude, on n'en parle jamais, parce qu'évidemment, ils se font tabasser par les droits de douane américains. Mais voilà, donc s'intéresser à d'autres zones, parce que quand on est en Europe, on n'a pas du tout cette facilité à aller se dire, tiens, mais qu'est-ce qui passé en Asie ce week-end. C'est très intéressant pour comprendre la guerre commerciale actuelle, de regarder, il suffit de parler anglais, et aujourd'hui avec les outils d'IA, globalement juste de savoir traduire, ce qui se raconte dans la presse, notamment, je dirais chinoise et hongkongaise. Et pourquoi pas se diversifier. Ça va être intéressant de le regarder en tout cas. L'autre chose que je trouve intéressant dans ce moment de marché qui vient de marché compliqué, qui se superpose à un environnement géopolitique complexe et à un moment où on parle beaucoup d'Europe, c'est aussi de se poser la question de son identité d'investisseur européen et français. On parle beaucoup de comment on consomme, on parle beaucoup de droits de douane sur les produits américains, etc. Mais il faut quand même aussi se rendre compte que beaucoup d'endroits où on dépose notre argent en tant que Français n'est pas forcément un véhicule français ou européen. Donc je trouve réfléchir à où vous mettez votre argent, de la manière où vous réfléchissez à ce que vous mangez, enfin, d'où vient la nourriture que je mets dans mon assiette. Réfléchir quand on investit sur des ETF, peut-être se poser la question de pourquoi j'irais tel grand gérant anglo-saxon alors que je peux aller sur un gérant européen. Ne serait-ce que se poser la question. Je ne dis pas qu'il faut privilégier machin et tout. Mais je dis, en profiter pour réfléchir. Être en contrôle, toujours être en contrôle. Être en contrôle, faire ses devoirs, en fait. Être conscient
que quand on envoie tout son argent sur des entreprises américaines, c'est tout ton argent qui est investi sur des entreprises américaines. Je dis pas qu'il faut être patriote. Moi, on entend beaucoup dans les commentaires les demandes de l'actuel ministre de l'économie de dire aux entreprises françaises soyez patriotes. En fait, si les entreprises françaises étaient patriotes au sens où l'entend notre ministre de l'économie, on aurait probablement plus de CAC 40. Mais je veux dire, réfléchir en pleine conscience sur quoi je mets mon argent et de la même manière, ne pas mettre tout son argent sur son livret A et son fonds euro parce que ça, au moins, c'est sécurisé. Voilà, juste réfléchir en pleine conscience. Alors, évidemment, pour les investisseurs les plus avertis qui nous écoutent, ça semble très, très basique. Et puis, l'autre conseil que je peux donner, c'est un conseil que Wilfried Galland m'a donné. Wilfried, on a eu une discussion très intéressante il y a quelques mois, ou maintenant peut-être 18 mois, où je te posais la question à titre personnel, en tant qu'investisseuse particulière, comment... réussir, et surtout avant de réussir, quand on pensait ses placements, et tu m'as dit, il faut que tes investissements aient plusieurs moteurs. Il faut que tu réfléchisses au moteur de tes investissements. Et donc, il faut qu'il y ait plein de petits moteurs, plusieurs petits moteurs. Et donc, moi, comme j'aime bien l'Asie, tu me disais, l'Asie peut être un de tes petits moteurs. Mais il n'y a pas... avoir plusieurs moteurs... C'était pas le pire choix de l'année. Non. Mais après, j'ai une stratégie 100% Hang Seng sur mon PEA. Ouais. Ah oui. Non, je plaisante. Mais un bon choix. Non, mais je trouve ça intéressant comme image. Alors, tu l'expliquerais beaucoup mieux que moi, Wilfried, mais avoir plusieurs moteurs à sa croissance, ça permet de dire qu'on peut croire à plusieurs choses. Et c'est pas simplement croire, c'est aussi avoir fait ses devoirs pour réfléchir à son allocation. Et la phrase pour conclure tout ça, c'est le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire que le temps, c'est une valeur. Ça a de la valeur. Le temps que vous passez à faire quelque chose, il peut augmenter votre argent. Et votre argent prend aussi du temps à fructifier. Mais je trouve que du coup, cette phrase, le temps, c'est de l'argent, et se lit dans les deux sens, ou dans plusieurs sens. Il faut passer du temps pour bien placer son argent. Parce qu'en fait, il n'y a pas de martingale, quoi. Et on en revient à la hype, on en revient à l'information, au temps court, etc. On ne peut pas tout le temps être dans le résultat tout de suite. On ne peut pas tout de suite on peut pas tout le temps être sur des croissances à 2 chiffres. On ne peut pas tout le temps faire x2, x3, x10. Et en fait, la vie, c'est tellement accéléré dans tous ces aspects, on en oublie. Tu parlais de ton fils tout à l'heure où tu plaçais le début de son épargne 100% ETF, mais parce que tu crois au temps long. Et tu souhaites une longue vie à ton fils. Mais voilà, c'est... Non, mais en fait, on oublie. Et je trouve qu'on en revient à l'ère des réseaux sociaux, des influenceurs, de cette culture de l'argent, de la réussite. Mais rien ne se construit en 24 heures, en fait. Et c'est peut-être contre ça qu'il faut le plus lutter. C'est notre tendance à vivre au rythme de l'Internet, quoi. Après, c'est aussi ce qui rend la finance passionnante, c'est que c'est aussi oui, mais elle était passionnante avant l'ère du... C'était déjà un sujet de chaque instant. Que Absolument. Les marchés, en fait, il y a plusieurs horizons de temps, quoi, à conclure sur l'investissement en pleine conscience. D'après ton... Il faut investir en pleine conscience. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, je conclue. En tout cas, je vois que l'un et l'autre, vous avez été assez marqués par le côté il faut que mes investissements me ressemblent. Ça, je n'avais jamais trop entendu ça, pour le coup, et je trouve ça... Vous l'avez dit l'un et l'autre d'une manière différente, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que ça va participer à rassurer tout le monde dans ce marché ? Pas sûr. En tout cas, c'est effectivement le moment de se poser ces questions, de penser long terme, de prendre un pas de recul. Et je pense vraiment qu'effectivement, investir dans ce dans quoi on croit et ce qui nous ressemble, ça peut largement aider à mieux absorber ces périodes de volatilité. En tout cas, nous, chez Colbert, on propose des stratégies qui sont adaptées à chaque situation, évidemment, et à tous les moments de marché. On était plutôt sous-exposé US aussi cette année. Donc on a une bonne résistance de nos portefeuilles. Je vous invite à aller regarder et à comparer, bien sûr, par rapport aux portefeuilles concurrents. Merci encore une fois à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et j'invite tous ceux qui nous regardent à s'abonner à la chaîne, parce que vous êtes nombreux à regarder sans vous abonner. Donc, si vous pouvez faire ce petit effort d'abonnement, voilà, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, c'est génial. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup.